Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le projet de ville. Syros, la découverte, Paris 1993. La prospective des territoires. Édition du Certu. Ministère de l'Équipement, Lyon 1999. Les élus locaux. Édition d'organisation, Paris 2000. Brésil des villes. L'Harmattan, Paris 2003. L'appétit du futur, voyage au cœur de la prospective. Édition Charles-Léopold Mayer, Paris 2005. À Catherine. Mes vifs remerciements pour la lecture attentive. Du manuscrit à Dominique Baudron et Guy Loinger et surtout ma grande reconnaissance. À Christophe Delassus pour l'intelligence et la pertinence de ses suggestions. Un grand merci. À Corinne Bruno pour sa relecture. Prologue. Ces récits sont autant d'histoires politiques qui se sont déroulées dans les années 2000, en France, en province le plus souvent. Ce carnet de route est une sorte de saga politique datée, comme une coupe dans le temps, une collection de vues sur image, du microcosme politique français. Ces histoires sont-elles vraies ou inventées ? Je répondrai par un poème de Claude Roy intitulé « Crise d'identité », à la lisière du temps, Poésie Gallimard, 1998. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que je m'en souviens. Plus exactement, et à la manière de Blaise Cendrars dans une lettre à l'évêque du 23 décembre 1937, je dirais que ces histoires sont vraies, non seulement parce qu'elles furent en partie vécues, mais parce qu'elles sont arrivées comme ça et que c'est ainsi que je les ai enregistrées bien avant de les écrire, et avec une autre mémoire que la seule mémoire du cerveau. Histoire vraie de Noël 2003. Ces histoires ne sont donc ni des reportages ni des récits, mais des nouvelles qui se tiennent, comme dit Cendrars lui-même dans la suite de la lettre citée, dans un espace instable entre la chronique et la fiction. Elles n'ont pour objet que d'instruire et de distraire le lecteur autant que de faire valoir le bon plaisir du conteur tout autant que sa discrétion à l'égard de ses modèles. Ce livre est donc un roman qui pourrait être vrai ou, du moins, dont tous les détails sont vrais, mais dont la trame, les lieux, les acteurs, le scénario et les dialogues sont le fruit de l'imagination de l'auteur. Gageons cependant que quelques-uns pourront parfois s'y reconnaître. Elle ne parle que du pouvoir, sa conquête, son avènement, son exercice, puis sa mort, toujours brutale, et parfois son rebond. Chaque nouvelle est conçue comme une histoire, bâtie autour d'un seul ou de plusieurs personnages réels que l'auteur a rencontrés. Le lecteur pourra s'en rendre compte par lui-même. Tout le reste est littérature. 1. L'affaire du dépôt. L'État, c'est moi, précepte légendaire de Louis le XIVe du nom. Et chaque Français de conclure que l'État, ses propriétés et ses dépendances, c'est un peu lui-même, ou du moins une part de son domaine royal. C'est ainsi que les Français furent longtemps persuadés que le barrage de la Rance, le TGV, le Rafale, les PTT et la Nationale 7, naguère Renault, le Concorde et le paquebot France, et jadis les forteresses de Vauban, tout cela appartenait à l'État, donc à nous, et par conséquent à moi, comme à tous les Français. Et ce sentiment de propriété publique et indivise, qui traverse des siècles d'histoire française, est particulièrement développé en ce qui concerne les attributs de la francité que sont les armes, l'énergie, le train et le tabac. C'est ainsi que les cartoucheries, telles celles de Bourg-les-Valences dans la Drôme, appartiennent encore aujourd'hui à l'État et que les Français s'enorgueillissent d'avoir la meilleure compagnie de chemin de fer du monde, de fournir l'électricité la moins chère d'Europe et de fabriquer et distribuer, monopole oblige, même si ce n'est plus vrai aujourd'hui, les cigarettes et autres articles pour fumeurs sur tout le territoire national. Les élus locaux sont sensibles à cette dimension proprement politique du monopole étatique, parce qu'ils se sentent investis de cette mission sacrée qui consiste à défendre la présence du patrimoine national sur leur territoire contre les intérêts privés. Sans compter que ces monopoles faisaient vivre, et le font encore aujourd'hui pour partie, des dizaines de milliers de salariés d'État et leurs familles, dont les statuts sont jalousement protégés. Pour les maires des communes concernées, chaque parcelle de ces biens nationaux est ardemment revendiquée comme leur bien propre, le sentiment général, partagé par les électeurs étant que ces sociétés nationales sont de quasi-services publics dont ils sont les propriétaires indivis et les gardiens vigilants en cas de menace existentielle.
C'est dans ce contexte que s'est déroulée dans la ville de B l'affaire dite du dépôt. Il s'est agi, dans un temps court, de décider et de réaliser la fermeture du plus gros dépôt de la CEITA, Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, du sud-est de la France dans les années 1980. Dans toute la France, la CEITA, société d'État depuis 1674, sous tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, dite la Régie, était propriétaire du terrain et des bâtiments des établissements. Même si la consommation de cigarettes commençait déjà à décliner, elle va s'effondrer dans les premières années du XXIe siècle, après quelques soubresauts. La CEITA représentait encore à l'époque un véritable empire industriel. Elle achetait le tabac en feuilles à des milliers d'agriculteurs à des prix fixés par l'administration, puis fabriquait et distribuait les fameuses gauloises et gitanes jusqu'au fin fond des campagnes françaises de métropole et d'outre-mer. Dans les années d'avant-guerre, le tabac représentait pour la profession agricole, dans certaines régions, un véritable salaire auquel les paysans étaient très attachés, et que les élus locaux défendaient farouchement au nom du monopole. À l'époque, tout le monde était fumeur ou presque, élus et militaires inclus en France et aux colonies, et le problème du tabac et de ses méfaits éventuels, comme ceux de l'alcool, ne se posait pas. On raconte qu'à la Libération, les veuves de guerre eurent droit à des emplois réservés de buralistes, profession commerciale très réglementée. L'origine de l'affaire qu'a vécue, au moins partiellement, Karina comme consultante pour son cabinet parisien est la suivante. La direction générale de la CEITA à Paris, dans un contexte de forte réduction prévisible des ventes de tabac et cigarettes, il ne fallait pas être grand clerc pour le deviner, avait décidé de resserrer le dispositif national et de fermer une à une, Lyon, Issy-les-Moulineaux, Morlaix, ou de moderniser les usines du réseau. En ce qui concerne l'établissement dont il est question, décision avait été prise, il y a quelques années, de transformer progressivement l'entreprise en dépôt interrégional des produits de la société pour tout le midi de la France, ceci afin de ne pas trop déstabiliser un marché du travail local déjà très tendu. Il avait été possible, en gardant l'enveloppe des bâtiments et les installations, de peu à peu, et sans licenciement sec, essentiellement par reconversion interne, d'adapter les postes de travail à de nouvelles tâches plus automatisées, logisticiens, conducteurs d'engins, préparateurs, informaticiens, et surtout plus modernes. La CEITA avait même pu embaucher un ingénieur supplémentaire et quelques techniciens de maintenance, acheter du matériel roulant et surtout aménager, avec des anciens de la régie, un petit musée du tabac dans une aile donnant sur la rue, initiative très appréciée, et surtout réaliser à neuf des bureaux plus modernes et des aires de stationnement pour les camions. Le tout avait été inauguré par le directeur général de la CEITA, descendu de Paris pour l'occasion, ce qui avait été noté par la presse locale, avec les élus au grand complet et le jeune sous-préfet tout juste nommé. La cérémonie de remise de médailles du travail avait suivi, complétée, bonne surprise, par une distribution gratuite de cigarettes et en prime, par une aubade de la fanfare municipale. Le comité des fêtes de la ville avait même réussi à organiser, après contact avec le comité d'entreprise de la CEITA, un bal public dans l'enceinte de l'usine, bal qui avait été un grand succès. On y avait même remarqué la toute jeune fille du sous-préfet de B. Certes, l'opération d'urbanisme avait été délicate, mais tout le monde y avait mis du sien. Et pour une fois, les services techniques de la ville avaient fait cause commune avec la DDE, Direction départementale de l'équipement, qui avait accéléré les procédures pour que les autorisations soient délivrées à temps. Le député-maire, qui avait suivi de près le dossier, se voyait déjà réélu. Bref, un sans faute. 6 mois après cet événement resté dans toutes les mémoires, la décision était tombée, absurde bien sûr comme toutes les décisions sans appel, imprévisible et inopinée, il faut fermer le dépôt. L'affaire commençait. Nul n'a jamais su comment la nouvelle s'était soudain répandue, barrant d'un gros titre en une, l'édition locale du quotidien. Certes, c'était une bonne affaire pour les financiers de la CEITA, le terrain étant idéalement situé en centre-ville et sa démolition partielle, en maintenant le petit musée et quelques bâtiments, ne devait pas poser de problème. On avait même imaginé, éventuellement, une maison des associations dans le bâtiment de la direction. Une partie des locaux industriels pouvait être récupérée pour accueillir les ateliers municipaux, quelques entreprises et une moyenne surface.
Sur le plan social, le personnel, en moyenne assez âgé et pourvu d'un statut d'État, pouvait être recasé, muté ou mis à la retraite anticipée. Pour le solde, un petit plan social devait permettre d'amortir la casse sans trop de drame. Vu de Paris, l'affaire était donc bouclée. Sur place, au contraire, l'affaire du dépôt, comme l'appellera la presse, ne faisait que commencer. Elle allait alimenter rumeurs et commérages, bavardages en ville et discours publics pendant des mois. Et Karina, jeune consultante guère expérimentée, fut à son corps défendant, embarquée dans cette affaire franco-française comme dans un tourbillon où chacun faillit en perdre la raison. Le goût du pouvoir, ses pièges et ses ivresses allaient faire tourner bien des têtes. François Mortier, qui avait pourtant déjà géré des affaires délicates, dirigeait l'usine de la Régie depuis 5 ans. Très vite, pour des raisons commerciales évidentes, il avait lui-même cessé de fumer. Il avait su qu'il lui faudrait tôt ou tard fermer l'établissement et que la transformation de l'usine en dépôt n'était qu'une étape, la dernière. Il s'y était préparé. Le directeur général, interrogé à l'occasion d'une réunion à Paris des directeurs des sites de la CEITA, le lui avait confirmé. Il lui avait seulement donné comme instruction : tenez-vous prêt à fermer le dépôt d'ici 1 an. Vous avez carte blanche pour préparer ça. Vous êtes sur place et vous connaissez mieux que moi l'environnement local. Je vous aiderai autant que je pourrai. Mais ce sera difficile. Vous avez déjà réussi la transformation de la vieille Manu. Le personnel vous suivra si vous savez vous y prendre avec doigté. Par contre, le risque viendra du député-maire qui fera tout pour s'opposer à la fermeture. D'ici là, trouvez des alliés dans la presse locale ou dans l'administration. J'en dirai un mot au directeur de cabinet du ministre. Il aura peut-être une idée. Je sais qu'il est du coin. Tenez-moi au courant, personnellement. Je vous donnerai, le moment venu, le feu vert. D'ici là, pas un mot à qui que ce soit. Et pas de courrier. Vous n'aurez jamais aucune instruction écrite de ma part. Le conseil d'administration a juste été informé, par moi, d'une hypothèse de fermeture à long terme parmi d'autres hypothèses. Il ne faudrait pas que la fermeture de notre dépôt devienne une affaire d'État. Vous voilà prévenu. Bonne chance. Le patron du dépôt n'avait aucun mérite particulier, à part celui d'être, grâce à un concours réussi à la fin de la guerre dans des circonstances très particulières, polytechnicien. Versé dans le corps des ponts et chaussées d'outre-mer, il avait fait carrière à Madagascar et en Tunisie, et élevé en même temps 6 enfants. Irréprochable. Un colonial à l'ancienne, Rabelais, costaud, qui avait atterri en fin de carrière à la CEITA pour des raisons que Karina, curieuse par métier, n'avait jamais très bien explicitées. Il aurait dans les années 1960, au retour de Tunisie, fait un rapide détour, par amitié disait-il, dans un cabinet ministériel. Est-ce que ce pas de côté s'était mal terminé ? Y avait-il laissé des plumes ? Bref, après avoir été tenté par la politique active, mais personne ne l'avait jamais confirmé, et certainement pas le premier intéressé, il avait été détaché à la CEITA, job sans risque, puis nommé à sa demande, sa femme était de la région, directeur de l'usine de B, ses qualités de meneur d'hommes et son sens politique allaient faire merveille. La transformation de la Manu en dépôt était son œuvre. Mais 6 mois après, l'affaire de la fermeture du site lui-même risquait de le broyer. Le jour où il avait pris conscience de l'enjeu, un soir de septembre, seul, au bord de la Méditerranée, il avait pris peur. Et comme un animal traqué, il avait frémi. L'affaire venait de loin. Premier accroc. Quelques mois après son arrivée, comme pour le tester, plusieurs caisses de gitane avaient disparu. Puis l'incident s'était répété à peu près chaque mois, sans préavis, ni signature ni raison, dans les mêmes proportions, et à peu près au même endroit, dans les magasins où sont entreposés les stocks avant livraison. Certes, dans le métier, les disparitions de quelques cartouches sont courantes, tolérées même, pourvu qu'elles soient discrètes et destinées à une consommation familiale et exceptionnelle. Baptême, mariage, noces d'or, remise de décoration. Ces emprunts, limités et ponctuels, n'étaient d'ailleurs pas signalés à la direction. Parfois le directeur faisait venir de Paris quelques boîtes de cigares, aux frais de la maison, pour le sous-préfet, qui était connaisseur, ou à l'occasion du départ à la retraite d'un chef d'atelier. Mais là, l'importance du vol et surtout le caractère répétitif du larcin avait inquiété le chef magasinier qui avait demandé à rencontrer le directeur.
L'enquête fut discrète et rapide. En interne d'abord auprès du chef d'équipe concerné, mais surtout ensuite auprès du service de répression des fraudes et dans le milieu des grossistes en cigarettes. Sans succès. C'est à l'occasion d'une virée dans le port de Hesse que l'adjoint de Mortier rencontra par hasard l'inspecteur des affaires maritimes avec lequel il faisait du bateau, et à qui il confia le soin d'essayer de savoir, en toute discrétion, si l'énigme de la disparition des caisses ne provenait pas du port. Bingo. L'affaire fut dénouée rapidement, le beau-frère du magasinier confondu, lequel fut viré sous couvert d'une mutation d'office, et la marchandise saisie dans les cales d'un bateau qui devait partir en mer Égée ravitailler les touristes. Vite tranché, l'affaire resta interne et le chargé de presse de l'usine, mis dans la confidence sous le sceau du secret le plus absolu, évita toute fuite dans la presse locale et les syndicats furent discrets. Histoire bénigne donc, mais l'alerte avait été chaude. Et Mortier se promit d'être plus vigilant. Les contrôles furent renforcés. Deuxième alerte, cette fois plus sérieuse. La secrétaire de direction commune à Mortier et à son adjoint 22 ans, brune comme une gitane, fréquentait depuis quelque temps le chef d'atelier du dépôt. Ils avaient été vus ensemble et Jérôme, beau gars, célibataire et bouliste, traînait souvent sous des prétextes variés dans les bureaux de la direction. Chacun imaginait une issue heureuse. Sauf que Mortier n'ignorait pas que le dit Jérôme était le secrétaire de la section CGT de l'usine, et qu'en conséquence il risquait d'être informé en direct, au plus haut niveau, grâce à une taupe placée à un endroit stratégique, de tout événement important concernant l'établissement. Le directeur était d'autant plus mari de cette situation qu'il n'avait rien à reprocher à sa secrétaire, efficace et discrète, ni d'ailleurs au prétendant, même si les rapports de ce dernier avec la direction étaient par nature un peu tendus. Dernière surprise. Un matin, la dite secrétaire informa Mortier de son prochain mariage avec le dit Jérôme et lui demanda en son nom propre d'être son témoin pour la mairie. Mortier, flatté, accepta. Naturellement. Fermer le dépôt sur ordre de la direction générale fut par contre une affaire d'une toute autre ampleur. Le grand patron avait dit « Mortier, vous avez carte blanche ». Tout de suite, en vieux colonial et en fonction de son expérience de cabinet, mais surtout par réflexe de polytechnicien logique et carré, il verrouilla la communication et prit seul 4 décisions. 1. Ne pas mettre au courant sa femme, trop bavarde et qui pourrait en parler par inadvertance, et avec la meilleure bonne volonté du monde. Excès de prévenance vis-à-vis du personnel de l'usine ou bavardage inopiné avec les femmes des cadres de l'entreprise. L'épouse du directeur, mère de famille nombreuse, a toujours dans ce cas beaucoup d'amis, ou les commerçants. Par contre, Mortier créa une cellule de crise totalement verrouillée, aucune procédure écrite, ni mail ni téléphone aux heures de bureau, composée de lui-même, son adjoint et leur assistante. Réunion de 7 à 8 heures tous les lundis matins. La dite secrétaire fut sévèrement briefée par Mortier, avec la possibilité ouverte, mais tue naturellement à l'intéressé. On verra que ce fut utile par la suite et Mortier y avait pensé dès le début, de faire passer des messages aux syndicats, mais au moment opportun et sous réserve de confidentialité stricte et de réciprocité dans l'information. Jérôme, informé par sa jeune femme, joua le jeu. 2. S'assurer de la complicité totale du directeur départemental de l'équipement, DDE, qui avait déjà donné un solide coup de main au directeur de l'usine à l'occasion des travaux de transformation de l'usine. X-Pont comme Mortier, mais plus jeune et qui avait fait le cycle de formation à l'urbanisme de Hells École, il pouvait compter dans ses services, on verra que ce fut utile, sur un très bon expert foncier qui avait lui-même un réseau solide de complices à la ville et au cadastre, voire si nécessaire, au tribunal pour les affaires d'expropriation. Et puis le DDE était jeune et avait envie, c'était son premier poste de directeur, de monter un coup qui ait de la gueule. De surcroît, Mortier l'impressionnait par son itinéraire aux franges de la politique et ses états de service à l'étranger. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.